Moi, je pense que tout est possible en fait maintenant parce que c'était tellement inespéré déjà de participer et en plus de gagner l'aventure. Là, j'ai cru en mon rêve en fait en envoyant ce premier casting, ce premier questionnaire à M6 dès le départ. Et donc je me suis dit en fait rien n'est impossible, on peut y aller quand on veut, quand on donne tout. C'est vrai qu'on a une niaque nous dans la famille et là vraiment on a tout donné. Et donc toutes ces croyances et ces barrières que je pouvais avoir envers moi-même sur être capable d'eux, j'en ai réussi à en lever pas mal avec cette aventure. Et donc c'est bien plus qu'une aventure, c'est vraiment, enfin bien plus qu'une course, c'est une aventure humaine avant tout. Bonjour, c'est Anne B. Tu es sur Storyfic. Ta mission toujours, te faire du bien tout en faisant du bien à la planète. Comment ? Tous les 15 jours, retrouve des invités qui te parlent de leur parcours inspirant pour réveiller ton envie de vivre tes rêves. Car si eux l'ont fait, toi aussi tu peux le faire. Et simplement en écoutant, tu soutiens déjà la reforestation. Toutes les explications sont sur storylific.com. C'est le dernier épisode long avant l'été. Je vais faire une petite pause, mais je sortirai encore des formats courts pour l'été justement, histoire d'accompagner ton morito. Et on se retrouve en septembre pour la formule habituelle. Le premier épisode de la rentrée sera Yann Arthus-Bertrand. Je t'avais déjà parlé de l'enregistrement. Là, cette fois, ça y est, la diffusion est donc programmée. Tu peux t'abonner pour être sûr de ne rien rater pendant les vacances, où le rythme sera peut-être un peu plus aléatoire. Passons aux choses presque sérieuses. Si tu es fan de Pékin Express, cet épisode est fait pour toi. Si tu ne connais que mal cette émission qui a démarré il y a 16 ans sur nos écrans, c'est l'occasion de la découvrir de l'intérieur. Et si tu ne connais pas du tout, je te campe un peu le décor. Il s'agit d'une course entre plusieurs binômes lesquels s'affrontent durant des étapes à travers différents pays. Le but est d'arriver toujours en tête pour amasser des amulettes de valeurs différentes et ainsi les cumuler pour espérer gagner jusqu'à 50 000 ou 100 000 euros suivant les saisons. À chaque étape, un binôme risque l'élimination. Merci Wikipédia pour le résumé. Et ce jour donc, j'ai le bonheur de mettre entre tes oreilles une aventure particulière, celle de Claire et Christophe Flippot, ce binôme père-fille gagnant de la 14e saison, une saison fort perturbée par la pandémie et qui a été diffusée l'an passé. L'occasion de découvrir les coulisses d'une aventure pas comme les autres, de moins parler des épreuves, mais davantage du vécu des candidats et des belles rencontres faites tout au long de la route. Sans compter qu'après une telle course, apparemment, plus rien ou presque ne paraît impossible et ça, c'est plutôt pas mal. Bonjour Claire, bonjour Christophe. Bonjour Anne B. Bonjour Anne B. Ça fait très plaisir de vous rencontrer. Est-ce que je peux demander de vous présenter ? Donc on vous connaît évidemment avec Pékin Express, Suan, sac à dos rouge au dos. Mais dans le civil, qui sont Christophe et Claire ? Un peu plus chic, déjà papa a une chemise, voilà, on n'a pas nos sacs à dos rouges. Mais du coup, donc moi je m'appelle Claire, j'ai 31 ans et je suis lilloise, donc lilloise d'origine. Et donc je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. Alors moi je suis Christophe, j'ai maintenant 63 ans, mais je suis resté jeune et beau, hein, comme tu avais pu remarquer. Tout à fait, hein. tout à fait. Donc je suis toujours en pleine forme et donc je travaille toujours. Donc je suis informaticien dans un grand groupe qui s'appelle Kingfisher. Je vais déjà commencer par une question de ma plus petite, je crois, qui posait ça. Oui, je vais vous faire écouter sa petite voix, on a enregistré ça hier. Pourquoi vous avez voulu aller en aventure ? Pourquoi ils se sont lancés dans cette galère ? C'est moi qui nous ai lancés dans cette galère. Moi, je regardais cette émission depuis longtemps et j'étais fan du côté de l'aventure, de découvrir un pays, du voyage. Et en fait, un jour, je me suis dit, tiens, pourquoi pas le faire ? Moi aussi, c'est un rêve de toujours, mais pourquoi pas tenter ? Et j'avais tenté une première fois avec ma grande sœur. Ça n'avait pas fonctionné parce qu'on était deux copies conformes, un peu très sportives, très identiques. Donc voilà, c'était pas assez différenciant par rapport à ce que peut chercher la production. Ouais, casting. Ouais, dans le casting. Et puis du coup, je me suis dit, tiens, avec qui ça pourrait faire un truc sympa, un peu qui change. Et du coup, je me suis dit, papa, tiens, ça peut être sympa. Donc voilà, un jour, je lui ai demandé, papa, est-ce que tu veux pas venir faire Pékin Express avec moi ? Et là, sa réaction, c'était, c'est quoi Pékin Express ? Alors moi je suis parti dans l'aventure sans savoir dans quoi je partais, hein. Donc parce que Claire elle avait un peu simplifié le système, hein. Elle avait dit oh t'inquiète, il y a rien à faire, on fait du stop, il n'y a pas besoin de courir, tu sais, faire du stop c'est facile, on se met sur le bord de la route et puis après on fait des rencontres formidables avec les locaux. Donc j'avais que ça en tête.
Et puis j'ai demandé à un collègue c'est quoi Pékin Express et il m'a dit si c'est vachement bien, il y a des expériences avec les locaux, on vit comme eux, on découvre des cultures et des nouveaux pays, vas-y tente le coup, c'est bien. Alors du coup c'est comme ça que je suis parti sans vraiment savoir que c'était une galère sans nom ce truc. Comment vous l'a vendu, oh là là. Mais ça reste vrai. Tout ce qui était dit, elle a menti par omission, on va dire, hein, parce que ça Voilà, reste vrai. c'est ça. La rencontre avec les locaux, c'est quand même extraordinaire. Oui, mais évidemment, et on va en parler. Apparemment, d'après tout ce que j'ai lu, puisque voilà, j'ai lu votre joli livre, Pékin Express. Nous avons gagné Pékin Express. Bah oui, parce qu'en plus vous l'avez gagné. Vous avez été les premiers. On va en reparler de ça. Quels ont été justement vos moments forts de cette aventure, puisqu'il y a quand même eu les rencontres. Effectivement, c'est beaucoup de ça dont vous parlez. C'est ça qui est chouette. Les moments forts pour toi, Claire. Ah, il y en avait plein. Il y en avait plein des moments forts. Oui. Alors, sans parler de la finale et de l'arrivée qui était pour nous un moment inoubliable, je pense. Il y en a eu plein d'autres, que ça soit avec des locaux. J'en ai un en tête et j'en parle souvent, mais c'était la deuxième nuit en Afrique, au Ouganda, où on s'est fait déguiser, habiller, même pas déguiser, mais habiller par les tenues locales, par les petites filles de la famille qui nous hébergeaient. Et on s'est mis à danser avec toute la famille. Et je revois papa en fou rire qui est en train de danser à fond la danse traditionnelle. Et là, je me suis dit, mais en fait, on est sur une aventure, une course, mais pas que. Et c'était vraiment un moment incroyable. Il y a eu aussi, bien sûr, les exploits aussi sportifs qu'on a fait, de revoir papa se dépasser, les bras en croix pendant 50 minutes à tenir, vraiment avec un mental de fou. Donc vraiment ça j'aimais beaucoup aussi sur les exploits. Oui, c'est vrai, je partage. Et il y a deux niveaux en fait. Il y a des moments où on sort de la course, puisqu'on est avec les gens du cru, et des choses très simples qui sont des grandes joies. Par exemple, je me souviens en Afrique, c'était le premier soir, donc j'étais tombé dans les pommes d'ailleurs à la fin de la première journée, les rhinocéros, tout ça. Pouvait plus. On sortait d'avion, on avait eu donc on s'était pas couché la veille, on dormait mal parce que on était stressé. On part en avion, on dort pas. On part tout de suite avec nos bagages dès qu'on arrive. On finit par un trek avec des rhinocéros et tout ça. C'était épuisant. Sous un climat très lillois. Ouais, voilà. C'était une journée de 40 heures, quoi, en gros, de s'endormir. Donc, Et puis, on part dans le premier petit village africain. Et ce qui était émouvant, c'est que, il y a un moment donné, il y avait plein d'enfants autour de nous qui n'avaient pas vu qui n'avaient pas vu de personnes blanches, hein, tout simplement. Et donc, ils s'approchaient. Alors, moi, j'étais assis, je me souviens. Et puis, il y en a un plus téméraire qui s'approche et qui veut s'asseoir sur mon genou. Et donc, je prends sur des genoux, c'était mignon comme tout. Et à ce moment-là, il y en a plein qui sont arrivés. Et à la fin, j'avais 8 enfants sur les genoux, parce que tous, ils étaient contents, ils voulaient partager avec nous. C'est des moments simples, mais extraordinaires. Sinon, en effet, les moments très émouvants, c'était pendant les épreuves, parce que de voir l'autre se dépasser, en effet, Claire s'est dépassée plein de fois, notamment quand elle a sauté dans le vide, hein, c'était très émouvant aussi. Ça m'a rappelé toutes les joies que j'ai eues avec Claire depuis l'enfance. Donc c'était des moments très émouvants et c'est des grandes joies. On a pleuré de joie en fait dans ces moments-là. Oui, ce fameux saut à l'élastique où quelque part Claire était tiraillée entre le fait je veux pas imposer ça à papa, mais je n'ai pas envie de le faire non plus. Ah bah ouais, là dans ce cas-là, j'étais quand même contente d'avoir pris le caillou jump parce que je voyais tellement pas papa le faire. Et puis en fait, on est tellement aussi dans une optique, on se dépasse tous les jours, donc c'est un peu un Truman Show géant où tous les jours on sait pas ce qui nous attend. Donc ils nous mettent dans une dimension où on est prêt à n'importe quoi, sans vraiment réfléchir, on y va parce qu'on n'a pas le choix et qu'on est dans une course. On est vraiment dans un mood particulier sur la voie. C'est spécial. Ouais. Justement, le saut à l'élastique avait impressionné fort ma deuxième petite fille Valentine, donc qui a 9 ans. Est-ce que tu as eu la frousse pendant le saut de l'élastique? Ah oui. Oui, j'ai eu la frousse et je pense que c'était un des moments où j'ai eu le plus peur parce que j'aime pas le vide et que là vraiment c'était très impressionnant dans le canal de Corinthe, assez étroit et en fait 70 mètres. 70 mètres, c'était j'ai eu très peur. Et sauf que pas le choix parce que sinon tu finis dernier, on repart une demi-heure après tout le monde. Donc encore une fois, c'est là où t'as pas le choix mais on y va. Donc mon mental le cerveau se met en off et puis je suis partie. Oui, il s'agit de sauter d'une tour de 25 étages. C'est quand même, ça donne une idée, c'est quand même très haut. C'est pas tout à fait naturel, ouais. Et puis,
quand elle a sauté, qui montre un peu sa frayeur, c'était un cri, le cri qu'elle a lâché en tombant a déchiré le cœur. Ça, c'était extraordinaire, ce cri, je m'en souviens encore. Oui. Tu t'es senti un peu père indigne, là, sur ce coup-là? Alors oui, au début, quand au moment où elle tire, alors moi je suis soulagé, je me dis, d'abord ça fait partie du contrat, parce que Claire, elle a dit, je m'occupe de tout. Ok, donc elle s'occupe de tout. Donc c'était un peu le contrat. Mais effectivement, quand elle part, je la vois, elle pleure presque, elle veut pas y aller, mais elle y va quand même, parce qu'on est poussé au-delà de soi-même dans ce genre d'épreuve. Et là, j'ai senti une défaillance de père. En effet, quand on est papa, on n'oblige pas un enfant à faire ce qu'il veut pas de cet ordre-là, je veux dire. Et ça m'a fait prendre conscience, rappeler ma responsabilité de père. Et je me dis, la vie, c'est formidable. Avoir un enfant, c'est une joie immense, mais en même temps, on obtient une force, celle de donner sa vie pour l'enfant. Et tout d'un coup, tout ça, ça m'est venu en mémoire. Claire qui, dans mes bras le jour de la naissance, et cet enfant qui m'a emmené jusque-là, qui voulait que j'aille au-delà de moi-même, et puis là, j'allais être témoin de quelque chose qu'elle allait faire au-delà d'elle-même. C'était très émouvant, et j'ai pensé à toutes ces joies, donc j'ai pleuré, tout le monde. Le caméraman pleurait aussi, c'était vrai. Oui, vous avez une belle complicité avec le caméraman, on va en parler, puisqu'il a écrit aussi, c'est pas un livre à 4 mains, mais à 6 mains, il est aussi de la partie dans ce livre. Storylific a une double mission, te donner des envies de nature, grandeur nature et planter des arbres avec les oreilles. Quand tu soutiens Storylific, tu me soutiens dans mon travail de création et tu aides la reforestation puisque 50% de mes gains sont reversés à des ONG de reforestation justement. Alors si tu crois en ce projet et que tu veux me soutenir activement, rendez-vous sur patreon.com/storylific. Merci à mes Patreons, Xavier, Pierre, Audrey, Roman, Jason pour leur soutien de la première heure. Grâce à vous, Storylific a déjà fait planter 480 arbres. Oui, ce n'est pas assez, tu as tout à fait raison, donc je compte sur toi. Pour le prix d'un café, tu peux me soutenir dans mon travail de créateur et soutenir la reforestation. Alors, on se boit un café ensemble sur Patreon ? Le lien est comme toujours dans les notes de l'épisode. C'est vrai que tous ces souvenirs qui se sont revenus avec Claire, tu la connais très bien, ta fille, puisque toutes les questions demandaient les prénoms complets de ton enfance. Ça s'est très bien passé, n'est-ce pas ? Oui, en fait, on pense connaître toujours bien les enfants et tout ça, mais non, ils ont une vie, leurs amis, tout ça. On connaît les très bons amis, bien sûr, mais on ne connaît pas toute leur vie. Mais surtout... tu savais quand même qu'elle avait très envie un jour d'écrire un article pour Cuisine Française. Ah ouais, c'est ça, oui. Alors, il faudrait inventer le journal Cuisine Française, parce que je crois que ça n'existe pas. Je savais pas quoi dire, alors je me suis dit, elle va inventer un truc pour que j'ai une chance de trouver. Alors je me suis dit, tiens. Moi, j'ai mis le magazine de sport le plus connu que j'avais en tête et papa a confondu avec son autre fille qui fait beaucoup de cuisine. Non, j'ai pas confondu. Et donc voilà, parfois il m'appelle après les 3 noms de ses autres enfants avant de trouver Claire. Donc pour le deuxième prénom, j'étais sûre que c'était fini. Et quand j'ai vu les questions moi préparées, le nombre de mon premier amour, de mon école, de machin, je me dis mais ce jeu, c'est mort. C'est pas pensé. Déjà moi, le nom de mon premier amour, son prénom, je me souviens bien d'elle, mais je me souviens pas de son prénom. Oui, d'ailleurs, c'était un des trucs, c'est que quand tu avais le drapeau rouge pour pouvoir bloquer les autres, il fallait dire les prénoms des autres, c'était vraiment pas le truc pour toi, quoi. Ah bah non, là, pareil, les prénoms, et puis en plus dans un état de stress, papa, il sait plus. Oui. Donc là, le drapeau rouge, ça n'a pas été non plus pour nous une belle réussite. Non, c'est vrai. Heureusement, j'ai gagné comme ça, donc fallait pas non plus. On laissait un peu aux autres. Ouais, alors, il y a une histoire dans les belles histoires, les moments forts de cette aventure. J'avais noté qu'il y avait un soir, on vous annonce quelque chose qui vous était un peu sorti du radar, justement, parce que vous étiez dans cette bulle. Vous saviez qu'à Lille, derrière vous, en France, vous aviez laissé un événement qui se préparait. Et racontez un peu. Ça, c'est vrai que c'était donc la naissance d'Anatole. Mon premier neveu, donc papa était grand-père pour la première fois. Et donc c'est vrai qu'on était encore une fois dans notre course, on n'y pensait plus, on savait que ça allait arriver dans ce timing-là. Mais voilà, tête dans le guidon, on était à fond sur la course. Et quand Stéphane nous annonce ça, on s'est dit, il commence par dire, il s'est passé quelque chose en France. Donc on se dit, oh là là, il y a le Covid qui repart, on doit rentrer, il y a un truc. Et en fait, ça s'est passé chez Claire et Christophe. Et là, tout de suite. Et on s'est effondré parce que, en fait, on n'y pensait plus. Enfin, et ça a été un retour à la réalité, à nos vies en France.
Et du coup, on a été d'ailleurs très mauvais toute l'après-midi parce on y pensait, on était tellement heureux que c'était hyper fort. Oui, ça c'est vrai, c'était un moment très fort. Donc c'est la première fois que j'étais grand-père. Oui, c'est vrai que c'était émouvant. Et puis Vous étiez dans quel pays à ce moment-là? On a quand même une petite excuse, c'est que l'enfant est arrivé une semaine après son terme. Donc le jour du terme, on était bien préparés, on s'est dit, il va venir, ça va être génial. Et après, on était tellement dans la course qu'une semaine après, on avait petit peu oublié qu'il devait naître il y a 2 ans. Hein, donc... Et vous étiez où? Dans quel pays? On était en Grèce. Mais pas en Anatolie. Ouais. Dommage. En Anatolie, on était pas loin. On était en Anatolie. Donc l'Anatolie, ça veut dire le pays du soleil levant. Hein, donc Anatole. Il s'appelle Anatole. Et ils l'ont appelé Anatole pour ça ou c'était déjà prévu avant? C'était déjà prévu. Oui, c'est déjà prévu quand même. C'est formidable comme hasard, non? Oui, c'est vrai. Ça, c'est génial. En plus, je suis la marraine, donc j'étais fière d'être la marraine pour le premier. Au moins, je sais que sa date d'anniversaire, elle est ancrée pour le coup. Ah bah c'est clair. C'était le 16 septembre. Alors une histoire qui m'a fait beaucoup rire aussi, c'est les figues. Dans votre livre, vous racontez toute une anecdote. On parle pas assez souvent. Ah oui, c'est vrai, les figues. C'est vrai qu'on parle pas souvent des figues. Ça n'a pas été trop montré d'ailleurs. Mais non, justement. Les figues. Papa qui va dépenser l'ensemble de l'argent de notre étape, donc de nos 3 jours, en voulant négocier, mais pas trop, parce que papa t'aime pas négocier dans ce genre de pays, etc. Il revient avec 3 kilos de figues, mais qu'est-ce qu'on va faire de ces figues? 2 kilos, il y avait. Faut les porter. Oui, alors en fait, quand j'achète localement, pour principe, on est là un peu pour aider les gens, donc c'était pas essayer d'ergoter. Donc en fait, je donne, alors je dis, je prends ces 2 kilos de figues, en me disant les figues c'est quand même équilibré, ça peut durer longtemps, quand on aura un creux, ça va servir. C'est un achat très intelligent, ma chérie, je tiens à le dire. Bon bref, et donc je donne un premier billet, j'ai aucune idée du prix parce que le gars il parle pas anglais, donc je donne un billet, puis il me fait comme ça, je redonne un billet comme ça. Il avait vu que l'enveloppe était remplie. Et je donne tous les billets un à un. Alors c'est des billets de 1 euro, hein, donc même pas d'1 euro, ça fait c'était 50 livres turcs, ça fait 1 euro quoi. Donc il me prend tout. Et puis je reviens avec mes 2 kilos, et puis alors là, Claire, elle m'engueule, mais qu'est-ce que t'as fait? T'as tout dépensé. Alors elle avait rien à dire parce que la veille, elle avait perdu, l'étape précédente, elle avait carrément perdu l'enveloppe. Donc on a eu 0. Donc c'était. Et puis un peu plus tard, elle a renversé le shampoing la crème solaire dans les figues. Donc les figues à la crème solaire, top ici. En tout cas, on faisait comme on pouvait pour manger ce qu'on avait. Et c'est vrai, j'avoue qu'on était content d'avoir les figues à la crème solaire. Ah, voilà. Moi, j'aime bien le contraste entre le père qui revient très fier avec ses figues, l'achat du siècle, la denrée géniale, et la figue dit « Mais qu'est-ce que t'as fait? Et notre argent, il y en a plus. Tu rigoles ?» C'était très drôle. C'est très rare qu'on a dépensé cet argent pour se nourrir, pour acheter de la nourriture, parce que en général, on est dans la course. Donc, on n'a pas le temps. D'abord, il faut dépenser l'argent pendant la course, donc entre 8h et 17h. Et donc, on ne veut pas perdre de temps. On est dans une course, on n'a pas question de s'arrêter et faire des courses chez Carrefour. Hein. Donc, on y va à fond. Et donc, on a très peu souvent dépensé cet argent, en fait. Et là, pour une fois qu'on le faisait, clac, on renverse la crème solaire. Bon, pas de chance. Alors, pour ceux qui, par le plus grand des hasards, ne connaîtraient pas Pékin Express ou mal, on va un peu recamper le décor. Donc, tous les jours, vous avez 1 euro, c'est ça pour Ouais, alors c'est 1 euro par jour et par personne. Et donc, c'est une course en autostop, hein, donc on n'a rien, mis à part 7 euros tous les jours, quotidiens. Et donc, on doit partir d'un point A à un point B. Donc, on a 3 jours pour cette étape. En gros, ce qu'on voit à la télé, un épisode, c'est 3 jours de tournage. Et sur la route, donc on tombe sur une étape, une épreuve physique, intellectuelle, un vélo avec juste une roue, une météore à escalader, un saut à l'élastique à faire. Enfin, voilà, c'est entrecoupé du coup d'épreuves pour venir compliquer un petit peu la route. Oui, et donc ça dure 3 jours, donc on fait 2 nuits. La télé, on ne montre qu'une seule nuit passée pour dynamiser un peu les épisodes. Mais donc on vit plein de choses qui ne sont pas vues à la télé, bien sûr, puisque sur 1 heure filmée, on ne garde qu'une minute à peu près, au début. Évidemment, en finale, on en garde plus, mais en tout cas au début, ça vous donne une idée du ratio. Voilà, donc c'est 2 jours. Et alors après, ce qui est stressant, c'est que un épisode, c'est donc 3 jours, mais on vous dit rendez-vous. Par exemple, si on est à Paris, on dit rendez-vous dans 2 jours et demi à Toulouse.
Et donc, sans l'autoroute. Bon, on se dit, ça va pas être gagné quand même, hein, parce qu'en plus, on est souvent dans un petit village, il n'y a pas de voiture, il y a les binômes qui courent partout autour de nous. On se dit, mais on va jamais y arriver, on va jamais démarrer. Dans 2 heures, on va être encore là, les ploucs de service. Donc, c'est vraiment stressant. Pourtant, je suis optimiste, mais c'est stressant. Beaucoup de stress sur la course. Ouais. C'est le facteur le plus difficile à gérer, c'est le stress, en fait. Et donc, toujours avec le caméraman qui, lui, fait les mêmes galères que vous, avec une caméra... Alors lui, en plus, on doit faire du stop pour 3. Du coup, on doit quand même pouvoir trouver une voiture où il puisse rentrer avec quand même la grosse caméra qui... c'est une caméra énorme, donc c'est sûr que ça, faut prévoir. Ah ouais. Et du coup, ça rajoute une contrainte, ouais. Et d'ailleurs, on demandait souvent au caméraman de s'éloigner de nous, parce que les voitures, elles sont pas déjà prendre 2 personnes, c'est un peu délicat, mais 3, ça effraie. C'est vrai que ça effraie un petit peu. Plus la caméra, c'est quoi ce truc? Faut pas croire que ça aide. Nous, on pense que ça n'aide pas. Donc, on a toujours fait éloigner la caméra pour rester déjà qu'un couple en stop, c'est déjà plus rassurant. Ouais, tout à fait. Ah oui, non, c'était très chouette de découvrir justement un peu cette émission. Ça fait combien de temps qu'elle tourne? C'est la 14e saison? Nous, c'était la 14e saison et ça va faire 20 ans parce qu'il y a eu un petit trou sur quelques années, mais du coup, c'est incroyable, ça n'arrête pas. Ouais. Et puis, il y a un engouement sur les réseaux sociaux, il y a un foisonnement de gens qui commentent, qui échangent. Alors, parfois, c'est positif, parfois, ça l'est pas, mais sinon, c'est quand même sympa. On a beaucoup de contact avec les gens sont gentils en général, c'est vraiment très agréable. Ouais, d'ailleurs, votre histoire père-fille a touché beaucoup de monde. Vous avez reçu beaucoup de courriers par la suite, toujours suite à votre histoire, votre aventure à deux. Oui, il y a eu un après Pékin Express parce qu'on a commencé à échanger. Alors, il y a des gens qui nous ont écrit, en effet, très enthousiastes, la famille, ce qu'on représentait, etc. Mais en même temps, il y a eu, c'était très émouvant, enfin, pour nous, des gens qui souffrent en famille, qui sont des familles, qui sont des familles séparées, qui sont engueulées, ou alors un parent défunt, ou alors des drames familiaux beaucoup plus sévères, je vous laisse imaginer. Et en fait, les gens partagent leur souffrance. Et donc, c'était aussi, pour moi, pour nous, ça a été l'opportunité d'échanger, de leur donner du courage, de montrer quelque chose de positif. Moi, personnellement, je trouve que quand on est dans la peine, il faut garder en tête que la peine, c'est une manifestation de notre capacité à aimer. Et donc, quelque part, cette peine, on doit la voir aussi comme demain, des joies à venir pour l'amour qu'on aura pour les autres. Donc, essayer alors c'est difficile quand on est en souffrance, bien entendu, mais rendre un peu positif, c'est ça qu'on essaie de faire dans les réseaux, cette souffrance, essayer de la transformer au profit de quelque chose de plus beau qui va venir après. C'est joli ça, c'est très joli. Oui, non, je trouve que c'est bien justement que c'est beaucoup plus finalement que cette course stress, ces musiques stressantes qui nous rajoutent en plus. À un moment, j'ai dit, mais c'est trop stressant cette musique, j'ai envie de la couper. Puis je dis, oui, non, j'entends plus ce qu'ils disent, c'est un peu compliqué quand je suis en train de préparer l'épisode. Parce que je vais me détendre en regardant Pékin Express, et puis t'es là, et puis je dis, je suis pas en train de me détendre là. Hein. Et justement, comment on fait pour survivre à tout ce stress? C'était quoi vos astuces pour... Alors c'est vrai que moi je suis plutôt du type compétitrice, donc j'étais au départ celle qui drivait un peu le binôme, etc. Et papa c'est ça d'ailleurs qui nous a amené à gagner, je pense. On a été un binôme très complémentaire parce que papa était beaucoup plus contemplatif et du coup parfois en fait me sortait de l'aventure et de la compétition en me disant en fait regarde Claire, souffle un peu, regarde ce qu'il y a autour de nous, on est sur le mont Olympe, on est en train de faire un trek incroyable à 2, regarde le paysage. Et du coup il y a eu ces moments-là un peu off qui nous sortaient de l'aventure, qui nous a permis de tenir, je pense. Après on s'est peu engueulé aussi, on arrive à communiquer assez facilement, donc ça aussi je pense que ça aide à gérer. Il y en avait toujours un qui était plutôt bien, dans un bon mood, et s'il y en avait un qui était moins bien, donc on arrivait vraiment à se tirer vers le haut tous les jours. Et puis j'ai fait un peu de yoga aussi. On a fait quelques exercices de yoga sur les moments off. Tous les matins, on faisait les gestes de yoga. Alors comme ça, on se tournait pour protéger le dos, tout ça, on respirait. Ça a permis, ça a quand même beaucoup aidé. Ça c'est vrai, pour être un peu plus zen. Mais le stress est permanent. Ce qui nous a aidé, c'est que pour le gérer, c'est qu'en fait, on avait un objectif commun à 100%. Parce que d'abord, on est dans la présence l'un pour l'autre. Donc déjà, on est très attentif à l'autre. Est-ce qu'il dort bien? Est-ce qu'il veut un coup de main? Porter son sac? Que sais-je? Alors, c'est plutôt elle qui portait le mien, je dois reconnaître. Mais enfin, on est attentif à l'autre et on est à 100%
en sous-compétition, dans ce projet de réussir Pékin Express. Et donc, du coup, le stress, on le met de côté. Parce qu'on est vraiment, on s'écoute plus quand on est à 100% sur un objectif. Ça aide grandement pour pouvoir maîtriser ce stress. Alors, en plus, je suis très, très optimiste. Donc, toujours très optimiste. Même si Claire, elle dit, mais non, c'est foutu. Non, les autres sont peut-être trompés de route. D'où l'arrivée, d'ailleurs, du premier. C'était un peu ça. C'est ça. Alors, les premiers seconds, c'est quoi ce concept? C'est né avec l'optimisme de papa, du coup, où c'est vrai, parfois, on a l'impression de faire une super course, on part, on dit, on est en tête, papa très optimiste, c'est bon, on est en tête, on cartonne, on a au moins 2 heures d'avance sur tous les binômes et tout. Moi, toujours un peu plus réservé, mais il y a des moments où je dis, bon, on est pas mal, on a fait un bon départ. Et là, bam, on passe devant un binôme. Et du coup, je dis, mais papa, mais tu vois, mais pas du tout, on n'est pas du tout bon, tout le monde est bon. Là, on n'était pas premier, regarde, à tous les coups, on est 3e, 4e. Et donc là, papa me disait... Elle dit, j'ai jamais dit qu'on était premier. J'ai dit que maintenant, on peut dire qu'on est premier. Voilà. Avant, on était premier, second. C'est ça que je voulais dire. Donc, c'est vraiment resté. Et à chaque fois, voilà, là, on est premier, là, on le sent. Là, après, premier, second. Et quand on se trompait encore, c'était là, on est premier, c'est sûr. Oui, ça revient souvent dans le livre parce qu'apparemment ça a bien marqué l'aventure et c'est bien rigolo. Les pays que vous avez fait alors, dans cette édition assez perturbée qui a failli ne pas avoir lieu justement à cause du Covid, elle a déjà été coupée, remaniée. On est parti, c'est vrai que la première route, donc on est arrivé en Ouganda pour le premier pays. Et ensuite on devait donc continuer en Éthiopie, puis terminer à Dubaï, donc c'était un peu le choc des cultures que l'émission voulait montrer. Et donc nous on a vécu 2 semaines et demie en Ouganda et puis ensuite en Éthiopie on est arrivé et puis en effet Covid, donc on est rentré et rien n'était tourné en Éthiopie. Et puis ensuite 6 mois après on est reparti et là on est parti en Grèce et en Turquie. Voilà. Alors on peut dire aussi que quand on est parti en Éthiopie, on a dû traverser on a remonté une bonne partie du pays en bus et avant de commencer la compétition, parce que la compétition devait démarrer dans le nord. Et là, on s'est rendu compte qu'on avait une hostilité assez forte de la population locale à cause du Covid. Et donc, les gens nous faisaient signe, parfois jetaient des cailloux dans le bus, parce que là, on se déplaçait en bus, en disant « Covid, rentrez chez vous », etc. C'était un problème, d'autant plus qu'il y avait très peu de voitures. On a fait 1000 km de remontée, c'était 2 jours quasiment, et on a vu 100 voitures. Alors, on s'est dit, comment faire du stop là-dedans? Ça va être impossible. On était très, très stressés. Alors, c'est un beau pays, hein. C'est un pays qui est en altitude, donc c'est un pays qui est froid. Il fait assez froid parce que c'est à 2000 mètres. Donc, les gens doivent travailler dur pour cultiver. Ce qui n'est pas le cas de l'Ouganda. En Ouganda, il y a ce qu'on appelle le matoké, la banane, ça pousse partout. Et d'ailleurs, c'est le plat national. Hein. On mange que ça, que de la banane. Et tandis que là, c'est vraiment, il y a de la diversité, il y a des maraîchers, mais c'est du travail. C'est des gens beaucoup plus durs. Ils doivent lutter pour survivre. Donc, du coup, nous voir arriver, on était rejetés. Donc, on stressait complètement. Et quand on nous a dit, bon, il faut rentrer, on peut pas continuer dans ces conditions. Et puis, en plus, l'aéroport de Paris, elle est fermée. Ça a été un petit peu un soulagement quand même, hein, parce qu'on s'est dit, la condition actuelle aurait été très, très difficile. Et le pays alors qui vous a le plus plu, vous dites, il faut qu'on y retourne. Tous, parce que chaque pays, en fait, a vraiment eu sa note et sa caractéristique. On a vécu des choses très fortes dans chaque pays. Moi, l'Ouganda, c'est vrai que l'Afrique centrale, je ne connaissais pas, donc j'ai vraiment découvert une nouvelle culture, une nouvelle population. On a vraiment eu des moments très riches et on a rencontré des hommes tellement généreux, nos anges, comme on les appelle souvent, qui nous ont fait vivre des moments incroyables, des moments de partage. On a dansé, on a chanté avec eux, on a prié avec eux. Donc c'était vraiment des moments très forts. Et puis c'était beau, quoi. C'était vraiment la nature aussi très très simple, enfin en tout cas brute un peu, peu de culture. Donc finalement c'était très vert et on a longé le Rif tout le long de la route et c'était vraiment magnifique. Ouais. Je dirais que l'Afrique, en effet, c'est là où on a rencontré l'homme véritable, celui qui va à la rencontre de l'autre. En effet, on n'existe qu'à travers les autres, hein, vous le savez. Et donc là, on ne pouvait pas traverser un village sans que les gens viennent nous voir. Qui êtes-vous? Pourquoi vous êtes là? Que faites-vous? Est-ce que je peux vous aider? Et c'était marrant, il y a une voiture sur 4 qui s'arrêtait. Sauf que la plupart des voitures étaient pleines à craquer. Mais c'était juste pour nous demander, mais qu'est-ce que vous faites là? Et donc, c'était ce côté, quand on voit qu'aujourd'hui, on peut prendre dans Paris ou même à Lille, on peut prendre l'ascenseur et puis monter 1, 2, 3,
4 étages, sans dire un mot aux 8 personnes qui sont avec nous dans l'ascenseur. Là, c'est impossible de traverser un village sans qu'on vienne nous voir. Donc, c'est vraiment l'homme de la rencontre. Moi, j'étais frappé par cette relation qu'ils ont entre eux. D'ailleurs, le soir, quand on dormait dans les villages, on dort, il y a les voisins là, il y a les enfants partout. Il n'y a pas cette notion de cloisonnement qu'on a en Occident, chacun son petit précaré, je dois sonner, bonjour madame, etc. Non, on est vraiment dans une relation qui vient très, très naturellement. Et moi, l'exemple que je prends souvent, qui est un peu une leçon pour moi, c'est quand on voit 2 chiens qui se rencontrent, ils se reniflent derrière tout de suite. Et nous, on n'est même pas fichus quand on se rend compte d'échanger 2 mots. On est vraiment très rétrograde. Oui, je crois que c'est un problème du rapport au temps. Hein. En Afrique, on a le temps de s'intéresser à l'autre et on n'a pas peur d'engager une conversation parce que même si ça nous embarque dans une demi-heure, 1 heure de palabre, peu importe, on a le temps. Quand on est Occident, on a peur presque de dire bonjour en disant non, attends, non, j'ai pas le temps, moi j'ai 30 secondes pour aller là. Donc, mais on peut quand même se dire bonjour une conversation. On peut se dire bonjour à l'ascenseur. Parfois, les gens ont déjà peur que ça engage une conversation ou que ce soit mal interprété ou que c'est très. C'est vrai. Ça nous a aussi, nous, vraiment, enfin, moi, quand j'étais à Paris à cette époque-là, je vivais à Paris sur le tournage. Maintenant, je suis rentrée à Lille, mais du coup, quand on rentre, on est frappé par ça. Ça nous ramène directement à notre réalité aussi. Dire, en fait, je le suis, je peux prendre l'ascenseur sans dire un mot. Et du coup, comment bien sûr revenir, se mettre dans un moule, mais garder cet esprit aussi, cette bienveillance qu'on a ressentie là-bas, tout en reprenant nos vies, c'était aussi un point dur dans le retour. Ouais. Alors, la Grèce, après, ça a été différent. C'était un pays... alors, on a eu pas mal d'hostilités parce qu'en fait, il y avait le Covid quand même tourné très fort à ce moment-là. Il y a beaucoup de personnes âgées qui vivent chez leurs enfants, donc ils pouvaient pas nous recevoir, c'était délicat. Il y avait ça, puis il y avait un petit peu aussi le ras-le-bol de l'étranger et le problème de migrants quand même, je pense assez important dans les îles, dans les Cyclades. Donc du coup, les gens nous demandaient mais qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes touriste, pas touriste? Pourquoi vous n'avez pas d'argent? Pourquoi je vous logerais? On en a assez. Il y avait quand même une certaine hostilité. On a vu des gens formidables aussi. Ça, c'est vrai. Mais globalement, le stop a été très dur. On est resté en Grèce, par exemple, sur un épisode où on a pris 2 heures d'avance sur tout le monde. On était sûr d'arriver les premiers. Et puis, en fait, on est planté dans un village. On a attendu 2 heures là. Et on arrivait second. On n'arrivait pas à sortir du village. Pourtant, il y avait plein de voitures. Les gens s'arrêtaient pas. Les gens même étaient no way, un petit peu méprisants. Donc, c'était vraiment un pays difficile. Hein. Et après, le pays, moi, que j'ai beaucoup aimé, c'est la Turquie. La gentillesse des gens. L'hospitalité. C'est l'hospitalité, une tradition musulmane qui était épatante. On a eu des gens qui nous ont accueillis là, tout de suite. Par exemple, à Ankara, qui est une ville qui est quand même très active, comme Paris, hein, autoroute, périphérique, des voitures partout. On rentre, on est dans une rue, on cherche où loger, on voit à l'étage une famille qui s'installe à table, enfin ils sont 2 avec un enfant, et puis nous, d'en bas, on les crie, on les aile, et puis comme ils parlent pas anglais, on fait juste... Il fait des signes avec les mains, dodo, boire, manger. Hein, c'est un podcast. Ah oui, okay. Voilà, on fait les signes de alors, manger. On fait un signe, les bras, les mains jointes de prière, les mains jointes sur la joue pour montrer qu'on dort, et puis le pouce dans la bouche pour montrer qu'on veut manger. Donc juste ces 3 gestes-là, 3 minutes après, on est assis à leur table et on partage le repas. Ça, c'est une leçon de l'accueil de l'étranger exceptionnelle. Et les Turcs ont été très gentils. On n'a jamais eu besoin de dépenser d'argent là. Parce que vous arrivez quelque part en disant, moi, j'ai pas d'argent. Et les gens nous donnaient des choses. Les gens, une échoppe qui vont des crêpes, hop, on vous offre la crêpe. C'était épatant. Et ça, c'est un exemple parmi tellement qu'on a eu. Ouais, ça, c'est vrai. Ça fait quoi d'être tout le temps en demande d'aide, C'est vrai qu'on est vraiment dans l'indigence. Et on n'a pas du tout l'habitude d'être comme ça dans nos vies, donc c'est bizarre au début. Moi, je me demandais. Ouais, ça fait vraiment bizarre au début. Moi, j'étais toujours un peu gênée de demander, de quémander, de faire en plus des signes de prière. C'est quand même fort et engagé, donc c'est vrai que on a peur aussi de ce que l'autre peut penser. On est blanc, on est avec nos sacs, on a l'air plutôt propre entre guillemets. Donc un peu gênant au début. Alors on avait ramené des petits bracelets, des petits mots, des petites cartes de Paris pour essayer d'échanger, de créer un lien aussi quand on n'arrivait pas à communiquer avec la langue. Donc on essaie de rendre un petit peu ça et du coup vraiment être à 100% avec eux dans la rencontre. Plutôt que parfois quand on est en France avec nos téléphones à pas être attentif. Là, on essaie un peu de se donner aussi à la famille qui nous accueillait, à l'enfant qui venait nous voir. Enfin voilà, c'était vraiment fort dans la rencontre.
Votre livre, Nous avons gagné Pékin Express. Alors, ça nous permet de découvrir un peu les coulisses de l'émission. Et ça, moi qui suis fan de Making of, mais je pouvais pas demander mieux, quoi. Et parlez-nous justement un peu de ces coulisses. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris au début quand vous avez commencé tout ça? Moi, je pense que c'était le nombre de personnes présentes sur place. En fait, on est parti à 120. Donc, on est nous, 8 binômes. Donc, on est 16, plus du coup, toute cette organisation incroyable. Donc, le nombre de caméras, le drone, les journalistes, la sécurité, les médecins. Donc, en fait, c'est vraiment une organisation incroyable et pour tourner en plus mobile. Enfin, on bouge de différents pays. Donc, c'est vrai que c'est un sacré truc. Hein. C'est un peu comme le Tour de France. Il y a la caravane qui nous précède. Alors évidemment, les 120 personnes, on ne les voit pas. La seule personne avec qui nous sommes, c'est le caméraman. Mais il y a des gens qui nous précèdent parce qu'il faut préparer les plateaux. Pour vous donner une idée, quand on est tous les 8, chaque binôme est filmé par une caméra personnelle, enfin notre caméraman, plus 5 ou 6 caméras qui sont un peu partout, plus le Stéphane, plus un drone. Chaque caméra est relayée sur un écran. Et là, il y a le metteur en scène qui voit tous les écrans, qui sont posés dans une tente. Vous imaginez, il y a carrément un studio qui est monté quelques instants avant qu'on arrive. Donc, il faut une armée de bonhommes. Il y a une logistique physique énorme. Il faut tirer des câbles électriques parce que des fois, on est au milieu de nulle part. Donc, il faut des batteries, des machins. C'est assez impressionnant. C'est vraiment ça qui nous a le plus frappé. Ouais, la taille du bazar. Alors, le livre a été écrit à 6 mains et c'est très, très, très sympa, en fait. Donc, il y avait des chouettes liens qui sont tissés avec le caméraman qui vous a suivi tout le temps, forcément. Il a partagé toutes vos galères et vos moments de bonheur aussi. Racontez un peu l'histoire. D'abord, comment il s'est écrit, ce livre? Vous y aviez pensé dès le début? Alors, on n'y avait pas du tout pensé au départ. En fait, c'est moi, quand je suis partie sur l'aventure, je suis partie avec un journal de bord, un carnet dans lequel je notais tout ce qui se passait. Je voulais me rappeler de tous les détails pour le raconter à mes proches en rentrant. Donc, j'avais noté tout ça. Et papa, en rentrant, m'a dit un jour, est-ce que je peux récupérer ton carnet? Je voudrais pouvoir le réécrire. Donc, il avait en tête de me faire un cadeau derrière pour se dire, voilà, on s'en souvient, on pourra le partager facilement à nos enfants, à mes enfants, les petits-enfants, etc. Et donc, je lui avais dit, ok, mais je te préviens, le carnet, il est brut. Donc, quand je l'ai noté que tu m'as saoulé, quand c'était dur, mais bon, en soi, en fait, j'avais rien à cacher. Donc, bien sûr, je lui ai donné. Et en fait, donc papa a commencé à écrire un premier chapitre en prenant du coup vraiment la matière, en prenant ma main. Donc c'était vraiment moi donc qui commençait à parler. Et puis 1 et 2 chapitres. Et donc en fait en ping-pong comme ça, tu m'as fait lire les premières pages. Et on trouvait que ça fonctionnait bien. Et du coup après t'as continué et puis on a fait en ping-pong pour raconter un peu et romancer cette histoire. Disons qu'on a romancé, on a habillé, c'est-à-dire que tout est vrai, on n'a pas inventé, tout ce qui est écrit est vrai, et on a décrit les situations, parlé plus des chauffeurs qui sont très peu montrés pendant l'émission, et puis encore une fois, on a tellement de choses qu'on vit qu'on ne voit pas, c'était l'occasion. Et alors, en fait, quand j'ai commencé, j'ai naturellement pris la place de Claire pour écrire en disant comme si c'était Claire qui écrivait, puisque je partais du journal de bord. Donc, ce qui est assez sympathique, c'est qu'en fait, en écrivant, je pouvais écrire sur moi-même comme si c'était Claire qui parlait. Donc, je lui faisais dire un peu ce que je voulais. Ça, c'était assez marrant. Et après, c'est Claire qui m'a dit, ça serait peut-être pas mal de changer. Et puis, du coup, je lui ai dit, oui, c'est vrai, j'y avais pas pensé. Et donc, j'ai inversé. J'ai fait comme si c'était moi qui écrivais. Donc, pour parler d'elle. Donc, c'était l'occasion. Mm-hmm. Et puis après, elle me dit, ça serait bien de trouver un autre regard. Et du coup, on s'est dit, qui me pourrait prendre? Et on a décidé de prendre notre caméraman qui nous avait beaucoup suivis, donc on trouvait ça sympathique. Et on s'est mis à sa place et on a écrit comme si c'était lui qui nous regardait. Donc comme ça donne aussi une vue plus dynamique du texte. Et puis ça permet aussi de montrer que la vie des caméramans, c'est une vie difficile dans Pékin Express. Plus difficile encore que les candidats, à part le stress. Ils sont sûrs d'arriver à destination, mais quand on fait une course de 300 km, eh bien, leur hôtel, il est au milieu du chemin. Mais peut-être que dans la course, on sera 100 km avant ou 100 km après. Donc, quand se termine la journée, pour eux, il faut encore prendre la voiture, aller jusqu'à l'hôtel. Donc, peut-être ça peut durer 1 heure, dormir sur place et repartir 1 heure plus tôt avant le redémarrage de la course pour aller nous rejoindre. Donc, eux, ils dorment beaucoup moins que nous. C'est encore plus fatigant. Ah oui, tout à fait. Ah, mais donc, c'est vous qui avez tout écrit à 2, en fait. Ah oui, le caméraman n'a pas écrit. C'est vraiment pour donner une vision un peu plus dynamique du texte. Ah d'accord, voilà. C'est virtuel. Très bien fait.
Mais donc c'est toi, Christophe, qui a fait la plus grande partie du travail de rédaction, Voilà, c'est ça, alors. c'est ça. Et puis après, avec Claire, D'accord. elle relisait, elle me conseillait. Voilà, c'était un peu le. Oui, et c'était en se basant sur les notes de Claire. Donc Voilà. oui, Mais c'est bien sans les notes de un Claire, travail c'était de binôme. impossible. Parce qu'on a vécu Oui, tellement oui, de oui. choses. Quand elle décrit un chauffeur, le jeune étudiant qui fume comme un pompier, etc. Tout ça, moi, je m'en souvenais plus. Même des choses Oui. qu'on vit, on a du mal à s'en souvenir. Donc, il y a eu Oui. tellement, c'est tellement riche qu'il faut. Donc, ce journal de bord était indispensable. Ah oui, donc ça reste un beau travail d'un binôme très complémentaire. On dit d'ailleurs que c'est ceux qui vont les plus loin, c'est ceux qui sont le plus soudés. Vous avez pu remarquer cela aussi? Ah bah c'est sûr que comme on le disait tout à l'heure, on s'est peu engueulé, donc c'est vrai que et on est là pour un projet vraiment commun, donc on veut aller au bout et on est là l'un pour l'autre, on le fait à deux, donc en soi cette complicité, c'est sûr qu'elle nous a aidé à aller au bout et parfois on avait besoin de très peu se dire de choses, on comprenait très vite ce que l'autre pensait ou ce dont il avait Mhm. besoin, donc finalement ça nous a aussi facilité la tâche et on arrivait à bien communiquer, donc je pense que c'est aussi la clé. C'est une culture Mhm. familiale. Dans notre Ouais. famille, on cherche pas le conflit, on sait que ça sert à rien. Donc, c'est pas du tout Mhm. l'approche et c'est très Mmh. utile. Nous, on a tout de suite vu, par exemple, c'est les Catalans, c'est un gros point faible de s'engueuler tout le temps. Mhm. Parce que Ouais, ouais. la passion empêche de réfléchir. Donc, parce que c'est un jeu, il faut quand Mhm. même être stratège. Hein. On a passé notre temps, Mhm. on l'écrit dans le livre, hein, à faire différemment des autres. Donc, Oui, oui, on oui, prenait oui. toujours un risque. Est-ce que ce qu'on est en train de faire, quand on voit toute la bande qui part à droite, à gauche, et nous, on part on part tous seuls à droite, on a toujours peur de complètement se tromper. Mais le fait de le faire à Mhm. deux, ces choix stratégiques, ça permet de renforcer, de bien réfléchir à ce qu'on va faire, et ça a été payant. On a eu une stratégie très Mhm. payante. Alors, est-ce qu'il y a des choses dans la rédaction du livre, est-ce qu'il y a des choses qui, en l'écrivant, vous les avez réalisées, des choses que vous n'aviez pas réalisées dans le feu de l'action? Moi, j'ai réalisé en écrivant qu'on avait fait autant de Tant de choses, choses, ouais. autant de Tout ce qu'on choses. avait fait, en fait. Parce qu'en Mhm. fait, sur l'instant, on vit tout le temps à fond. Et puis après, quand on met tout sur papier, on se dit, c'est un sacré machin qu'on a fait quand même. Ah ouais, c'est vrai. Alors, on a raconté aussi les pauses. On dort à l'hôtel une fois par semaine. Donc, c'est pour montrer comment on a pu avoir des relations avec les autres candidats. Mhm. Ça fait aussi partie de l'aventure. On a vraiment des liens très forts avec certains candidats parce que tout le monde en bave on sait tous ce que Oui. c'est. Même avec les générations antérieures, je dirais. On est tous sur des chats les uns les autres. C'est assez sympa. Ah, c'est chouette. Justement, je voulais savoir, bon, ça c'est une chose qui vous reste de l'aventure, visiblement, c'est ces contacts avec les autres candidats. C'est vrai que c'est beau à voir parce qu'on on voit toujours l'aspect compétition, mais c'est chouette de savoir que derrière, il y a une grande solidarité. Enfin, voilà, on reste de connivence. Ça, c'est vraiment sympa. Mais sinon, la grande leçon que vous retirez de l'aventure, Claire, pour toi, qu'est-ce qui va te rester? Moi, je pense que tout est possible, en fait, maintenant, parce que c'était tellement inespéré déjà de participer et en plus de gagner l'aventure. Donc, je me dis vraiment, en fait, faut. Là, j'ai cru en mon rêve, en fait, en essayant en envoyant ce premier casting, ce premier questionnaire à M6 dès le départ. Et donc, je me suis dit, en fait, Mhm. rien n'est impossible, on peut y aller quand on veut, quand on donne tout. C'est vrai qu'on a une niaque, nous, dans la famille, et là, vraiment, on a tout donné. Et donc, toutes ces Mhm. croyances et ces barrières que je pouvais avoir envers moi-même sur être capable d'eux, bon, j'en ai réussi à en lever pas mal avec cette aventure. Et donc, c'est bien plus qu'une aventure, c'est vraiment, enfin, bien plus qu'une course, c'est une aventure humaine avant tout. Donc, Mhm. Mhm. c'est vrai que, ouais, tout est Ouais. possible. Moi, je retiens que c'est une phrase que je mets dans le livre, c'est que l'imagination rêve de victoire. C'était donc celle de Claire qui rêvait de gagner, et l'amour les réalise. Et bien, je crois vraiment Mhm. que c'est ça qui s'est passé. Je pense que aimer, être bienveillant, attentif à l'autre, à celui qui nous reçoit, et en contrepartie, on obtient l'empathie des autres. Je crois que c'est la manière la plus efficace. C'est la démonstration que la gentillesse est bien plus efficace que l'autorité. Grâce à cette gentillesse, grâce à cet amour donné, ces échanges, eh bien, on attire, on devient une équipe, même avec les locaux qui veulent nous aider, qui veulent qu'on réussisse. On transforme la compétition à deux contre les autres. On est toute une équipe Dans une avec les locaux, collaboration. avec des gens qui nous aiment, Mhm. avec des gens qui veulent nous aider, grâce à cette gentillesse. Et moi, j'invite, aujourd'hui, Ouais. le monde est en difficulté parce qu'il manque d'amour, tout simplement. Et là, je crois que cette émission et cette victoire est la démonstration que l'amour vaincra, mais que l'amour, surtout, c'est très efficace. Oui, c'est vrai que ça sans doute la phrase que j'ai retenue de ton écriture, Christophe. J'avais noté, moi, en exergue, je crois que cette émission manifeste quelque chose de profond parce qu'elle montre des gens qui aiment, des gens qui détiennent la clé de leur bonheur, l'autre, tout simplement.
Et ça, j'avais trouvé cette phrase magnifique, voilà. Merci. Alors, est-ce que vous avez une citation préférée qui vous motive, quelque chose que vous vous êtes dit comme ça pendant dans les coups de mou, quelque chose que vous vous dites, des pensées qui vous aident Alors dans les coups de mou, c'est vrai, ce qu'on se disait, ce qui nous ramenait souvent, c'était déjà de réaliser la chance qu'on avait tous les anges qui nous ont accompagnés dans le parcours, donc que ça soit un chauffeur, un hôte, vraiment on a eu beaucoup de chance, donc c'était nous rappeler en fait cette chance qu'on avait. Moi, ça me donnait beaucoup d'énergie de vivre toutes ces crises de bonheur aussi. Donc, c'est des moments très intenses en bonheur qu'on a vécu. Donc, rien que d'en prendre conscience, pareil, de me donner beaucoup d'énergie. C'était vraiment une source d'énergie forte. Donc, c'était ça, en fait, de juste prendre le recul, souffler Alors, moi, j'avais en tête, comme j'étais optimiste, toutes les fois où on galérait, je me disais, ça va être dur pour les autres. Donc, on avait inventé un petit proverbe qui disait qui galère à faire du stop, laisse les autres à leur spot. On voulait dire qu'en fait, que si on galère... les autres aussi galèrent. Donc, on restait optimiste, même si on est 2 heures plantés au même endroit, c'est sûr, les autres aussi. D'accord. Et les petites attentions de la famille, ça j'ai bien aimé aussi l'histoire des petits mots qui étaient glissés à ouvrir tous les jours. Ouais, ça avait vraiment été des coups de boost, des vrais coups de boost à tous les matins. Alors on les gardait, on savait qu'on en avait pour tous les jours, donc c'était le petit moment précieux du soir, c'était la petite pépite à ouvrir pour nous donner de l'énergie. Ça aussi, c'est vrai que c'était super. Donc c'était votre famille, c'est ça que vous avez préparé? Toute la famille, les proches, nous avaient glissé les petits mots. Et vous en aviez un très beau là, pour le jour de la finale, vous vous souvenez encore? Le jour de la finale, c'est vrai, on en avait plein. Oui, c'était celui que je viens de citer, c'est l'imagination rêve de victoire, l'amour les réalise. Et c'était vraiment ce qui est arrivé jusqu'à ce moment-là. C'est quoi vos prochaines aventures, Claire? C'est des JO pour toi, oui, non? c'est des JO. C'est vrai que j'ai changé. Il y a eu vraiment un après Pékin. Donc j'ai quitté ma vie à Paris et je suis rentrée du coup dans le Nord pour bosser chez Decathlon en charge de l'activation du partenariat avec les Jeux Olympiques. Donc gros projet. On a 2 ans devant nous là. Donc c'est un beau challenge. Et puis après côté perso, c'est des triathlons, des courses à droite à gauche. C'est beaucoup de beaux projets. Ah oui, il y a aussi un projet un peu plus sympa, un peu plus léger, c'est que je me marie aussi l'année prochaine. Donc voilà, plein de nouveaux projets. Ah mais oui, effectivement. Oui. Ah mais c'est une aventure formidable aussi, ça. Bah écoute, je te souhaite beaucoup de bonheur. Merci. Ça va vraiment changer ma vie, ça, c'est sûr. Eh bien, moi, en fait, j'attends que mes enfants me proposent d'autres challenges. Donc, alors, je suis déjà parti au Maroc avec mon aîné qui m'avait entraîné dans l'aventure lui aussi. Et puis après, les 2 autres me disent, nous aussi, on veut faire quelque chose avec toi. Alors, j'attends qu'ils viennent. Attention comment. Ah, génial. Ouais, génial. On est très heureux en famille. Et si on veut vous retrouver, donc il y a le livre de Christophe et Claire Philippot, Nous avons gagné Pékin Express aux éditions du CERF. Sur les réseaux sociaux, vous êtes toujours là? Vous êtes toujours content quand on vous fait signe? Là, toujours actif. On partage aussi avec des personnes qui témoignent aussi, qui nous font les retours sur le livre, etc. Donc on est toujours là. On a fait un site web qui s'appelle christophe-et-claire.fr qui reprend les photos qui sont pas publiées. On a mis un peu du texte aussi, des images par pays, des inédits. On a mis un peu tout ça sur le site pour faire en même temps la promotion du livre, mais qui montre aussi les à côté de l'émission. Génial. Et sur Instagram, c'est sur quel nom qu'on peut vous retrouver? Alors Claire Philippot et Christophe Philippot. Voilà, on a fait ça. Voilà. Facebook, c'est pareil. On a créé une page Facebook, Claire et Christophe Philippot. Eh ben voilà, toutes les adresses sont données, je les remettrai aussi dans les notes de l'épisode. Un grand merci pour votre temps ce jour. Merci NB, merci. Merci beaucoup, on était ravis. Et je conseille la lecture du livre, franchement, j'ai passé un très bon moment, c'est très divertissant, et puis c'est Pékin Express tout à fait autrement. Très sympa. Merci. Au revoir. Allez, au revoir. Tu retrouveras toutes les infos sur Claire et Christophe dans les notes de l'épisode. Tu y trouveras aussi un lien vers la page web de l'épisode où tu retrouveras en plus toutes les photos, vidéos, citations et autres liens sur ce dont on a parlé, ainsi que les références de leurs livres. Une lecture divertissante parsemée de petites réflexions touchantes sur le côté humain de la course. Bref, une lecture à haute teneur en vitamines. Et si tu es comme moi, tu apprécieras le petit plaisir pervers de lire les aventures de 2 concurrents Et si tu es comme moi, tu apprécieras le petit plaisir pervers de lire les aventures de 2 concurrents et leur caméraman qui courent dans tous les sens contre la montre, allongé paresseusement dans ton hamac ou ta chaise longue, lors d'un long jour de congé sans montre ni horaire. Maintenant, à ton tour, dis-moi un peu, est-ce qu'il y a une réflexion qui t'a plu dans l'épisode?
hashtag Storylifique sur les réseaux sociaux que je puisse partager ce qui t'a intéressé. Et à propos de réseau, justement, tu peux faire un petit geste tout simple qui fait un monde de différence pour le projet. Storylifique soutient la reforestation en redistribuant 50% de ses gains. Donc si l'épisode t'a plu, partage-le sur tes réseaux ou parle-en autour de toi, car plus il y a d'oreilles, plus on plante. Merci et à bientôt.